Vous avez aussi certainement une adresse à l'endroit des forces de défense et de sécurité du Cameroun. À ces hommes et femmes en tenue, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Je leur dirais de rester, les hommes et les femmes des forces armées doivent rester loyaux face à leur idéal. Vous savez, les soldats sont des gens qui, quand ils font leur travail, conformément à leur mission, leur travail, leur mission de protéger les populations, de protéger l'intégrité du territoire, de protéger les populations. Dans tous les pays, quand ils font ce travail, c'est des gens qui méritent notre reconnaissance, notre gratitude, et je dirais même davantage notre affection. Vous allez dans des pays comme les États-Unis et le Canada, celui qui est soldat, c'est lui qui est allé au front pour défendre son pays, mérite le respect, a la gratitude, a l'affection des populations. Parce que les populations savent que l'armée est là pour les protéger. Donc, cette armée au Cameroun ne peut pas, l'armée qui protège, c'est-à-dire l'armée qui protège ne peut pas être l'armée qui tue. L'armée qui nous protège ne peut pas être l'armée qui nous tue. Nous connaissons leurs problèmes, mais leurs problèmes ne sont pas dissociés des nôtres. C'est-à-dire, ne sont pas dissociés des problèmes de leadership, puisque c'est le même leadership qui gère cette armée. Si ce leadership est mis par la corruption et l'impunité, l'armée va vivre le même problème. L'armée va vivre le même problème. Alors, et c'est le plus grand nombre qui va le vivre. Et je m'intéresse bien sûr aux officiers qui doivent gérer l'armée, mais je m'intéresse davantage encore aux jeunes gens qui, par définition, vont toujours se trouver au front. Comme militaires, nous devions leur réserver, je dis bien la reconnaissance, mais les meilleures conditions de vie, également pour leur garantir les meilleures conditions de vie pour aujourd'hui, pour demain. Mais l'armée, telle que vous voyez, n'est pas un corps qui est dissocié du reste du corps. C'est-à-dire le même cancer qui mine notre pays et qui a fait des métastases pour atteindre tous les autres corps, les secteurs sociaux et sociétaux, c'est le même cancer qui va toucher l'armée. Mais que l'armée soit sûre que nous, quand nous parlons des populations, parce que nous sommes inclusifs à agir dans notre pensée, dans notre façon de penser, quand nous parlons des populations, nous n'excluons pas l'armée. Je ne peux pas parler des populations camerounaises exclure l'armée. C'est juste une composante qui a une mission absolument noble, salutaire pour le pays, mais c'est une partie des populations. Quand nous parlons d'avoir des institutions inclusives, ces institutions doivent être également inclusives pour l'armée. Et je continue de dire, elle est là pour nous protéger. C'est pour ça que j'étais très touché par ce qui vient, quand je voyais cet homme d'affaires, n'est-ce pas, humilier M. Ndarangere. J'allais dire, pas seulement comme doyen, mais comme chef de la police, ou l'ambassadeur du Cameroun en Centrafrique. Ça, c'est les forces de sécurité, c'est les forces de police. Mais je les mets tous ensemble quand je parle d'armée, parce que c'est-à-dire que toutes ces forces qui sont chargées de protéger les populations, il ne faut pas que les forces qui sont chargées de protéger les populations soient perçues par les populations comme des menaces. Non. Je ne voudrais pas percevoir la police, l'armée, la gendarmerie comme une menace. Pourquoi est-ce que... Quelle est cette idée-là? Quelle est cette philosophie? Il faut même que ça change de logiciel. Nous allons changer de logiciel. Nous allons changer de logiciel au niveau de la gouvernance de ce pays. Il faut qu'on cesse de voir l'armée comme une menace, la police comme une menace. Ils sont là pour protéger. Donc je dis l'armée qui protège ne peut pas être l'armée qui tue. Et quand vous n'avez pas encore changé ça, vous allez avoir de la difficulté. Parce que même du point de vue de la stratégie militaire, si vous êtes en train de combattre le terrorisme quelque part, il faut que le peuple soit avec vous. Parce que c'est quand le peuple, vous savez que le peuple est avec vous, que vous allez bénéficier d'un certain nombre d'informations.
Parce que les gens, sachant que cette armée nous protège, c'est à ce moment-là qu'ils vont nous fournir des informations. Là, c'est pour ça qu'on parle de guerre asymétrique. Parce que le genre de guerre asymétrique qu'on mène aujourd'hui, contre la terreur, le terrorisme et ainsi de suite, ce n'est pas des guerres qui sont gagnées avec des méthodes conventionnelles. Ce n'est pas des guerres qui sont gagnées avec des méthodes conventionnelles. Vous avez besoin d'être avec les populations, vous avez besoin d'être dans les réalités locales. Quand vous savez que ce que je fais, je le fais pour vous, vous êtes d'autant plus préparé à protéger. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est une armée, c'est une logique qui est une logique différente. L'armée d'aujourd'hui, par rapport aux défis auxquels notre armée est confrontée, les défis sécuritaires, les défis au nord-ouest, au sud-ouest, les défis à l'extrême nord, elle doit être avec le peuple. Elle doit comprendre pourquoi nous en arrivons à ces défis. Et à ce moment-là, au lieu de tirer juste sur la gâchette, l'armée remonte avec les informations pour dire au commandement qu'en réalité, voici ce dont souffrent les populations. Qu'en utilisant, en résolvant ces problèmes, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura même plus de revendications. Donc la guerre prend un autre sens. Ça devient une guerre d'intelligence. Comprenez ce que je veux dire? Parce que il faut que l'armée se fonde dans les réalités locales. Ce n'est pas comme vous amenez des drones, vous utilisez des drones pour commencer à asperger les gens, n'est-ce pas, à identifier où les gens sont cachés. Mais cherchez d'abord comme armée d'intelligence à comprendre pourquoi les gens se transforment en agents de Boko Haram. Cherchez d'abord à comprendre pourquoi dans le nord-ouest et le sud-ouest, les gens décident de prendre des armes. Mais c'est ça l'armée. C'est pour ça que je vous disais l'autre jour que l'homme d'État français Clémenceau disait « La guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier au seul militaire ». Vous comprenez, le militaire, avant d'utiliser le feu, doit comprendre ce qui est à l'origine de ce conflit. De cette manière, vous arrivez à gagner. You win that war without firing a bullet. You win that war without firing a bullet. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de tirer le feu. Non. En tout cas, ceux qui font les écoles de guerre savent bien qu'à un moment donné, c'est l'intelligence qui joue. Quand je dis l'intelligence, c'est le système d'intelligence dans le sens de comprendre pourquoi on arrive au conflit. Et c'est ce que je demande à l'armée aujourd'hui. Que quand ils voient les gens marcher, mais qu'ils ne regardent pas d'abord à chercher les machettes et comment vous appelez ça, les godins pour taper sur les gens ou pas une boulette. Non, ce n'est pas ça. La première des choses, que ce soit les policiers, les systèmes d'intelligence de la police, de renseignement, que ce soit l'armée, comprendre, faire remonter les mécontentements, les frustrations, les insatisfactions, les faire remonter à la hiérarchie pour qu'on y trouve des solutions. Et là, ils vont gagner la guerre. C'est comme ça qu'ils auront gagné la guerre. Ils n'auront pas gagné la guerre en tirant le feu. Non, non, non. C'est eux qui ont lu les bouquins de stratèges, Sonia Seth, ils ont dû comprendre que c'est cela. Pour aller contre ça, si tu te connais toi-même, c'est 50% de la guerre que tu as gagné. Si tu connais l'autre, c'est aussi 50%, et c'est comme ça que vous allez y arriver. Il faut d'abord qu'ils connaissent, qu'ils sachent pourquoi on en arrive à ça. Et on va arriver à gagner cette guerre sans tirer le feu, sans le feu. C'est ce que je peux dire.